Je me tenais devant le miroir du salon de mariage, reconnaissant à peine la femme qui me faisait face dans le reflet. Le bustier de dentelle blanche épousait parfaitement ma silhouette. La longue traîne se déversait sur le parquet ciré comme une rivière de neige, et l'espace d'un instant fugace, je me sentis comme la princesse que j'avais autrefois rêvé d'être. Le reflet de ma mère apparut derrière moi, ses mains chaudes ajustant mon voile. « Claire, tu es exactement comme tu t'imaginais quand tu étais petite, » murmura-t-elle. Sa voix portait à la fois la fierté et le léger tremblement d'une femme sur le point de marier sa fille. Je souris, me souvenant de moi à 10 ans, drapant de vieux rideaux sur mes épaules et déclarant qu'un jour j'épouserais un prince. À l'époque, ce n'était qu'un fantasme, un conte de fées que je me racontais lors des soirées pyjama. Maintenant, debout dans cette robe, je voulais croire que Julien Dubois était ce prince. Depuis 3 ans, il avait été constant, attentionné, en tout point l'homme que mes parents admiraient. Il ne manquait jamais un dîner de famille, apportait toujours des fleurs, serrait toujours la main de mon père avec assurance. Pour eux, il était le parti idéal. Pour moi, il était l'homme qui avait promis de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Alors que la couturière épinglait le dernier ourlet, ma mère me prit les mains. « Demain, tu seras la plus belle mariée de tout Lyon, » dit-elle. Ses yeux brillaient comme si elle ne voyait pas seulement la robe, mais les années d'espoir qu'elle avait investies en moi. Je pressais mes paumes contre ma poitrine, essayant de calmer le rythme assourdissant de mon cœur. Je me disais que ce n'était que de la joie, l'anticipation écrasante d'une vie sur le point de commencer. Sur le chemin du retour, nous avons parcouru la liste une dernière fois. Fleurs livrées, pièces montées prêtes, musiciens confirmés, le restaurant de la Croix-Rousse réservé pour 40 convives. Ma mère cochait chaque élément avec l'aisance de quelqu'un qui avait planifié chaque détail jusqu'à la dernière serviette. « Et le voyage de noces ?» demanda-t-elle avec un sourire taquin. Je ris. Julien avait insisté pour garder cette partie secrète. Quelque chose d'inoubliable, avait-il promis, et je m'accrochais à ce mot comme à un porte-bonheur. Tout était en place. La ville bruissait déjà des rumeurs du mariage, de la façon dont les Martin et les Dubois allaient enfin s'unir. Pourtant, alors que je regardais les rues familières de la presqu'île défiler par la fenêtre de la voiture, une vague de malaise me traversa. Rien ne s'était mal passé. Pas une seule faille en des mois de préparation, et pourtant mes mains tremblaient. Trop parfait, me souffla mon esprit. Trop impeccable pour être réel. Je chassai vivement cette pensée, forçant un rire. Toutes les mariées sont nerveuses, me dis-je à voix haute, ignorant la lueur froide qui s'était installée au fond de ma poitrine. Demain était censé être le plus beau jour de ma vie, et je voulais si désespérément y croire. De retour à la maison, je suspendis soigneusement la robe dans mon armoire, laissant la soie douce frôler mes doigts une dernière fois avant de fermer la porte. Demain, cette robe me porterait jusqu'à l'hôtel. Ma mère était dans ma chambre, pliant du linge dans le coffre en cèdre qui m'avait été réservé depuis l'enfance. « Claire, dit-elle doucement, es-tu vraiment prête pour la vie de femme mariée ?» Je ris un peu trop vite. Maman, Julien et moi avons parlé de tout. Il veut des enfants, et moi aussi. Nous vivrons dans son appartement jusqu'à ce que nous puissions acheter plus grand. Tout va bien se passer. Elle hocha la tête, satisfaite, puis me rappela ce que mon père avait préparé, l'appartement du centre-ville déjà à mon nom, la nouvelle voiture qui attendait dans l'allée, les économies mises de côté pour nous aider à démarrer. C'était le genre d'apport dont chaque famille de Lyon parlait à voix basse, et je savais qu'elle le mentionnait avec fierté. Mais l'entendre à voix haute fit naître un malaise en moi. « Maman, je me fiche de tout ça, » dis-je en m'asseyant sur le bord du lit. Ce qui compte, c'est que Julien et moi nous aimons. Les mots vinrent facilement, mais dès qu'ils quittèrent ma bouche, une ombre de doute s'insinua. Je me souvins de ces moments au cours de l'année écoulée qui n'avaient eu aucun sens. Les fois où il ne répondait à mes appels que des heures plus tard, prétextant être occupé. La rapidité avec laquelle il glissait son téléphone dans sa poche chaque fois que j'entrais dans la pièce. Les soirées tardives avec des amis, toujours la même excuse. Et puis il y avait sa façon de dire « je t'aime ». Ou plutôt, sa façon de ne jamais le dire en premier, toujours en réponse, jamais comme une offrande. Au lieu de ça, il souriait et m'appelait « mon rayon de soleil », comme si les surnoms pouvaient remplacer les vrais mots.
Je secouai la tête à ce souvenir, me reprochant d'inventer des problèmes là où il n'y en avait pas. Après tout, il m'avait demandé en mariage, n'est-ce pas? Il avait planifié ce mariage. Il allait se tenir à mes côtés demain devant Dieu et tous ceux que nous connaissions. Pourtant, cette agitation nerveuse ne voulait pas quitter ma poitrine. J'essayais de me dire que c'était normal, que chaque marié doutait un peu la veille. Peut-être que les mains tremblantes, les pensées insomniaques, la douleur froide dans mon estomac faisaient toute partie du rituel. Le téléphone sonna, brisant ma spirale. Je le saisis rapidement. Allô? Salut, mon rayon de soleil. La voix de Julien était chaude, calme, tout ce que j'avais besoin d'entendre. Comment va ma future épouse? La robe t'a plu? Je fermai les yeux, laissant le son de sa voix m'envahir. Elle est parfaite. J'ai hâte d'être à demain. Et moi, j'ai hâte de faire de toi ma femme, dit-il doucement. Pour toujours, Claire. Nous aurons l'éternité. Je souris dans le noir, serrant le téléphone comme s'il pouvait m'ancrer. Pour ce soir, ces mots suffisaient à calmer la tempête. Au moins pour un petit moment. Je ne pouvais pas rester en place après notre appel. La voix de Julien avait semblé si tendre, si rassurante, que je ne désirais rien de plus que de le voir, de partager la joie qui montait en moi. Juste une demi-heure, dis-je à ma mère en enfilant un manteau léger. L'air du soir à Lyon était doux et parfumé, imprégné du parfum des tilleuls des quais. Mes talons claquaient sur le pavé alors que je traversais le parc familier. Des voisins me lançaient des vœux pour le lendemain, et je leur fis un signe de la main, souriant comme la femme la plus chanceuse du monde. Son immeuble haussmannien apparut, la pierre encore fraîche d'une peinture récente. Le chat endormi était recroquevillé sur le rebord de la fenêtre du rez-de-chaussée. Je montai les marches 4 à 4, le cœur battant non pas de nervosité, mais d'anticipation. Je levai la main pour frapper quand la voix de Julien flotta à travers la fine porte en bois. « Maman, arrête de t'inquiéter. Tout va bien se passer. » Je me figeai. Son ton était calme, confiant, celui qu'il utilisait pour convaincre un client. La voix de sa mère répondit, tremblante. « Julien, es-tu sûr de toi? » Pour Claire. J'attendis sa protestation immédiate, sa déclaration d'amour. Au lieu de cela, il eut un petit rire bas et négligent. « Je te l'ai dit 100 fois. Claire est comme une sœur pour moi. Je me suis habituée à elle au fil des ans. C'est une fille adorable. » Le mot me transperça. Sœur. Ma poitrine se serra, mais je restai clouée sur place, espérant désespérément qu'il se corrige. Mais est-ce que tu l'aimes? Insista sa mère. Julien éclata de rire, un son qui me glaça le sang. L'amour, maman, c'est pour les contes de fées. Dans la vraie vie, il faut utiliser sa tête. Tu as vu ce que ses parents nous donnent. L'appartement de la presqu'île, la voiture, l'argent, et le réseau de son père. Ça n'a pas de prix. Ce mariage est une sécurité, pas une romance. Le monde bascula sous mes pieds. La rampe d'escalier s'enfonça dans ma paume alors que je m'y agrippais pour garder l'équilibre. Chaque sourire tendre, chaque promesse murmurée, chaque fois qu'il avait écarté une mèche de cheveux de mon visage. Tout se brisa comme du verre bon marché. La voix de son père se joignit à la conversation, posée et approbatrice. Elle fera une bonne épouse. Polie, respectable, de la bonne famille. Tu fais le bon choix. Les mots suivants de Julien anéantirent le peu de force qu'il me restait. En plus, Sarah Bernard est de retour en ville. Tu te souviens d'elle? On a été heureux ensemble, autrefois. Avec elle, je peux avoir la passion. Avec Claire, j'obtiens la stabilité. Le meilleur des deux mondes. Sarah. Le nom rugit à mes oreilles. Je me souvenais vaguement d'elle, cheveux bruns, plus âgée que nous, le genre de fille qui faisait tourner les têtes au lycée. Elle était partie depuis des années, et maintenant elle était de retour, se glissant sans effort dans l'espace où mon cœur avait autrefois appartenu. La voix de Julien se fit plus basse, intime, mais toujours audible à travers la porte. Je la vois demain matin avant la cérémonie, juste pour mettre les choses au clair entre nous. C'en était assez. Mon corps bougea avant que mon esprit ne puisse le rattraper.
Mes talons claquaient trop fort alors que je fuyais dans la cage d'escalier. Ma vision se brouilla de larmes, ma respiration devenant courte et saccadée. 3 ans à y croire, 3 ans à construire des rêves sur du sable. Sœur, adorable, Sarah. Les mots martelaient mon crâne. Le temps que je trébuche dans l'air frais de la nuit, la vérité s'était profondément enracinée en moi. Julien ne m'avait jamais aimé. Chaque moment que nous avions partagé n'avait été qu'un acte calculé, et mon conte de fées venait de se terminer sur le pas de sa porte. Je ne me souviens pas comment j'ai traversé la ville. Un instant, j'étais devant la porte de Julien, le cœur en miettes. L'instant d'après, j'entrais en titubant dans ma chambre, la lueur de ma robe de mariée s'échappant de l'armoire entr'ouverte comme un rappel cruel de ce que demain était censé être. Ma mère me demanda si tout allait bien, sa voix chaude et inquiète. Je forçai un sourire, marmonnai quelque chose sur le fait d'être fatiguée, et passai devant elle avant qu'elle ne puisse voir mes mains tremblantes. La maison était silencieuse, mais en moi régnait le chaos. Je restai allongée sur mon lit, fixant le plafond, alors que chaque moment des 3 dernières années défilait avec une clarté brutale. La façon dont Julien m'avait emmenée rencontrer ses parents bien trop rapidement. Était-ce de la romance ou de la stratégie ? Les questions qu'il avait posées sur le travail de mon père, sa curiosité à peine voilée pour l'acte de propriété de l'appartement, le compte d'épargne, la voiture. Sa manière d'éviter de dire « je t'aime » en premier, me laissant lui servir les mots pour qu'il les répète avec un sourire qui, avec le recul, semblait répéter. Comment avais-je pu être si aveugle ? J'avais bâti des châteaux de sable, me convainquant qu'ils étaient faits de pierre. Pendant des heures, je restais là, prise entre 2 choix insupportables. Je pouvais garder le silence, l'épouser et préserver l'honneur de ma famille. Les invités souriraient. Les photographies seraient accrochées à nos murs. Mes parents garderaient la tête haute dans la société lyonnaise. Mais je saurais. Je me réveillerais chaque matin à côté d'un homme qui calculait ma valeur comme un comptable, qui murmurait des mots passionnés à une autre femme tout en me disant que j'étais comme une sœur. L'alternative était pire à sa manière, partir, briser le cœur de mes parents, ruiner des mois de préparation, couvrir le nom des Martin de honte devant toute la ville. Le sourire fier de ma mère dans le salon de mariage, les plans méticuleux de mon père, tout s'effondrerait à cause de moi. Vers minuit, je me traînai jusqu'au miroir. La femme qui me faisait face était pâle, les yeux gonflés, les lèvres tremblantes. Je ressemblais moins à une mariée qu'à un fantôme. Et pourtant, derrière la ruine, quelque chose vacillait. Une étincelle têtue qui me chuchotait que je valais plus qu'un marché conclu dans l'ombre. À 4 heures du matin, je ne pouvais plus rester allongée. J'ouvris l'armoire, touchai la robe de mariée une dernière fois, puis me détournai. Je sortis un petit sac de voyage et n'y mis que l'essentiel. Mon passeport, un peu d'argent, l'enveloppe que j'avais gardée pour le voyage de noces. Mes mains tremblaient tandis que je griffonnais un mot. Maman, papa, pardonnez-moi. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais je ne peux pas me marier. Je vous aime, Claire. Alors que l'aube se levait, je posai le mot sur mon oreiller et restai un long moment dans l'embrasure de la porte de ma chambre d'enfant. Mon cœur se brisait, mais sous la dévastation, une force fragile montait. Je ne pouvais pas épouser Julien Dubois. Je ne le ferais pas. Le ciel était encore meurtri par les dernières ombres de la nuit quand je me glissai dehors par la porte d'entrée. Mes chaussures chuchotaient à peine contre les marches du porche alors que je portais le petit sac de voyage qui semblait plus lourd à chaque pas. Derrière moi, la maison dormait en silence. Mes parents rêvaient d'une fille marchant vers l'autel, pas d'une fille fuyant à l'aube. Les rues de Lyon étaient presque vides. Un camion de lait passa en cahotant, et quelque part au loin, une cloche d'église sonna 6 heures. Je gardai les yeux fixés devant moi, agrippant la poignée de mon sac comme si c'était la seule encre qu'il me restait. La gare routière sentait le diesel et le café. Ces néons grésillaient alors que je m'approchais du guichet. Un billet pour Paris, réussis-je à dire, la voix tremblante. Le caissier ne posa pas de questions, se contentant de faire glisser le ticket sur le comptoir. Départ à 8 heures. 2 heures. Assez de temps pour que Julien rencontre Sarah à leur ancien repère. Assez de temps pour que mes parents découvrent le mot sur mon oreiller. Mon estomac se noua à cette pensée.
Je sortis, cherchant un coin tranquille. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone pour composer le numéro de Chloé. Elle répondit, ensommeillée. Sa voix était pâteuse de sommeil. Claire, mais qu'est-ce que... Il n'y aura pas de mariage, l'interrompis-je. Chloé, s'il te plaît, écoute. Dis à mes parents que je suis en sécurité, mais que je ne peux pas épouser Julien. Il y eut une pause stupéfaite. Claire, de quoi tu parles? Il s'est passé quelque chose? Je ne peux pas expliquer maintenant. Assure-toi juste qu'il sache que je suis vivante. Ma gorge se serra. Je suis désolée. Je dois y aller. Je raccrochai avant que ces questions ne puissent me retenir. La culpabilité vint par vagues, les larmes de ma mère, la fureur de mon père, la honte qu'il ressentirait quand les invités arriveraient devant un hôtel vide. Toute ma vie, il m'avait tout donné. Et c'était ainsi que je les remerciais. En fuyant, en détruisant le jour qu'ils avaient si soigneusement construit. Pourtant, une autre voix s'éleva en moi, plus ferme, plus forte. Comment aurais-je pu rester? Comment aurais-je pu jurer fidélité pour toujours à un homme qui en aimait une autre, qui ne me voyait que comme une transaction? Épouser Julien aurait été la plus grande des trahisons, non seulement envers moi-même, mais aussi envers la famille qui m'avait élevée pour valoriser l'honnêteté. Quand les portes du bus s'ouvrirent enfin, je montai à bord, la poitrine serrée par la peur. Les sièges sentaient légèrement le vinyle et la poussière. Je me glissai près d'une fenêtre et pressai mon front contre la vitre. Alors que Lyon s'éloignait, mon reflet me regardait. Une mariée en fuite sans autre plan que le prochain kilomètre. J'étais terrifiée par la pauvreté, par la solitude, par l'idée d'être avalée par une ville qui ne connaissait pas mon nom. Mais sous la peur, il y avait quelque chose de plus solide, presque défiant. J'avais choisi la vérité plutôt que le mensonge. Quoi qu'il m'attende à Paris, au moins, ce serait réel. Le bus grondait vers le nord, chaque kilomètre m'emportant plus loin de la vie que j'avais connue. Je pressai mon front contre la vitre, regardant la campagne lyonnaise se transformer en forêt. Mon téléphone vibra. Le nom de Chloé s'alluma sur l'écran. Mon estomac se noua avant que je ne réponde. Claire, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était frénétique, basse, comme si elle s'était réfugiée dans un couloir pour ne pas être entendue. Tes parents ont trouvé le mot à 7 heures ce matin. Ta mère est anéantie. Ton père. Il a failli appeler la police avant que je ne lui dise que tu étais en sécurité. J'avalai ma salive, incapable d'imaginer leur visage sans un pincement de culpabilité. Chloé, je ne pouvais pas l'épouser. Je sais, mais les invités arrivent, Claire. Ils sont tous sur leur 31, les cadeaux à la main, attendant au restaurant. Julien est là aussi. Il dit à tout le monde que tu es malade. Elle hésita. Mais les gens chuchotent. Les voisins disent que tu t'es enfui. Les mots me frappèrent comme un marteau. Enfui. C'était exactement ce que j'avais fait. À Lyon, les nouvelles se propageaient plus vite qu'un feu de forêt. Au coucher du soleil, toute la ville le saurait. La voix de Chloé se brisa. Ta mère pleurait si fort qu'elle ne pouvait pas finir une phrase. Et ton père? Il faisait les 100 pas, en disant, elle n'aurait pas fait ça sans une raison. Julien était pâle comme un linge, Claire. Il a essayé de prendre ça à la légère, mais personne ne l'a cru. Je fermai les yeux, laissant ces mots peindre la scène que je ne verrais jamais. Les tables dressées avec des fleurs et de la porcelaine, les musiciens attendant avec leurs instruments, 40 invités mal à l'aise sur leurs chaises. Mes parents, forcés de se tenir devant eux avec rien d'autre qu'un mot froissé. Et Julien, acculé par les murmures, sa réputation parfaite s'effritant alors que les voisins se penchaient pour échanger des théories. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Demandai-je doucement. Que tu as eu peur. Que peut-être tu as réalisé quelque chose. Certains disent même que Julien n'était pas aussi parfait qu'il en avait l'air. Chloé expira brusquement. Claire, ça va être le scandale de l'année. J'ai failli rire, bien que le son soit resté coincé dans ma gorge. Qu'il en soit ainsi. Mieux vaut un scandale qu'un mensonge. Le bus siffla en s'arrêtant à Paris, et le chauffeur annonça le nom de la gare. Je rassemblai mon sac avec des mains tremblantes.
La ville s'étendait à l'extérieur, vaste et inconnue, bourdonnant d'une vie qui ne me connaissait ni moi ni mon histoire. L'après-midi, tandis que Lyon se régalait de ragots, je donnais de l'argent liquide à une logeuse en peignoir délavé pour une minuscule chambre de bonne en location à la périphérie de la ville. Un lit simple, une commode fissurée et une fenêtre donnant sur un chêne tordu. Ce n'était en rien la vie qu'on m'avait promise, mais c'était la mienne, et elle était honnête. La première nuit à Paris passa dans un brouillard d'épuisement et de nervosité. J'étais allongé sur le lit étroit de ma chambre louée, fixant le plafond fissuré, écoutant le bourdonnement étouffé de la circulation à l'extérieur. Au matin, la réalité me frappa. Je n'avais aucun plan, aucun contact, aucun filet de sécurité. Le seul travail que j'ai jamais fait était dans le cabinet d'avocat de mon père, à répondre au téléphone, à classer des documents, un travail qui m'avait été donné en raison de sa position. Ici, rien de tout cela ne comptait. Je me forçais à descendre dans la rue avec un journal emprunté sous le bras, encerclant les petites annonces comme quelqu'un qui savait ce qu'elle faisait. Mais chaque annonce semblait exiger une expérience que je n'avais pas. Mes économies, destinées au voyage de noces, semblaient soudain être une bouée de sauvetage fragile qui pourrait disparaître en quelques semaines. Un cybercafé attira mon attention, ses fenêtres embuées par la chaleur des vieux ordinateurs. À l'intérieur, un étudiant avec un casque sur les oreilles me montra comment rechercher des offres d'emploi et remplir des candidatures. Mes doigts planaient maladroitement sur le clavier alors que j'essayais de rédiger un CV qui paraissait plus substantiel qu'il ne l'était. 3 ans d'assistante administrative sous le nom de mon père. Quelqu'un dans cette ville prendrait-il cela au sérieux ? J'envoyais CV après CV, le cœur battant à chaque clic de souris. Au 10e, mes paumes étaient moites de sueur. Je me sentais comme une usurpatrice portant des vêtements empruntés, une enfant jouant à être une adulte. 2 jours plus tard, le téléphone de ma petite chambre sonna. Une voix de femme, vive, se présenta comme venant d'une agence de marketing du centre-ville. Nous avons reçu votre candidature. Pouvez-vous venir demain pour un entretien ? Mon souffle se coupa. Oui, bien sûr. Le lendemain matin, je me tenais devant un immeuble de verre qui semblait gratter le ciel. Mes genoux faillirent me lâcher alors que je traversais le hall, serrant la lanière de mon sac à main. Dans l'ascenseur aux parois de miroir, je m'aperçus, un chemisier bien repassé, les cheveux tirés en un chignon soigné, du maquillage cachant les cernes sous mes yeux. J'avais l'air à ma place, mais à l'intérieur, la terreur me rongeait. La salle d'entretien était élégante, intimidante. De l'autre côté de la table était assise une femme en tailleur bleu marine, son stylo en suspens au-dessus d'un bloc-notes. Parlez-moi de votre expérience. Ma gorge s'assécha. Je parlais de la gestion des clients, de l'organisation des plannings, moitié vérité, moitié exagération. Mais je forçais les mots à sortir calmement, même quand mes mains tremblaient sous la table. Quand elle hocha enfin la tête, son ton s'adoucit. Nous vous commencerons par une période d'essai de 3 mois. Le salaire est modeste au début, mais si vous faites vos preuves, il y a des possibilités d'évolution. Pouvez-vous commencer lundi ? J'ai failli pleurer de soulagement. Oui, absolument. En sortant de cet immeuble, la lumière du soleil me parut différente, plus chaude, plus nette. Ce n'était pas un triomphe, pas encore. Mais c'était un début. Ma première victoire fragile. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Lyon, je crus que je pourrais vraiment survivre ici. 3 mois passèrent dans un tourbillon de travail et d'épuisement. J'ai trébuché pendant les premières semaines de ma période d'essai, terrifié à l'idée que chaque erreur me démasque comme une imposture. Mais peu à peu, la peur s'estompa. À la fin du 3e mois, mon superviseur me serra la main et dit « Bienvenue dans l'équipe ». C'était la première fois depuis des années que je sentais que j'avais mérité quelque chose par moi-même. Ce fragile sentiment de stabilité vola en éclats le matin où Julien apparut. Je venais de m'installer dans mon petit bureau quand la réceptionniste m'appela. « Il y a un homme qui vous demande. » Je sortis dans le couloir et me figeai. Julien était là, en costume impeccable, plus mince que dans mon souvenir, avec un bouquet de roses blanches, mes préférées. Ses yeux cherchaient les miens, incertains, presque désespérés. « Claire, dit-il doucement, comme si nous étions seuls dans une église au lieu d'un immeuble de bureaux animés.
Il fallait que je te voie. L'air quitta mes poumons. Pendant un instant, j'étais de retour à sa porte à Lyon, écoutant le rire qui m'avait anéanti. Mais je redressai la colonne vertébrale. Comment m'as-tu trouvé? Ton père, admis-il. Ça a pris des semaines, mais il a fini par me le dire. S'il te plaît, écoute-moi. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence silencieuse. Il posa les fleurs entre nous comme une offrande de paix. J'ai été un imbécile, commença-t-il. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je croyais que le mariage était une question de stabilité, mais quand tu es parti, j'ai réalisé ce que j'avais perdu. Je t'aime, Claire. Vraiment. Je sentis ma mâchoire se contracter. Arrête. J'ai entendu chaque mot que tu as dit cette nuit-là. Chacun d'entre eux. Je t'ai entendu rire quand ta mère a demandé si tu m'aimais. Je t'ai entendu promettre à Sarah que tu la verrais le matin de notre mariage. Son visage devint blême. Tu as entendu ça? Oui. Ne reste pas là à me dire que tu m'aimes soudainement maintenant que je suis parti. Il se pencha en avant, le désespoir perçant dans sa voix. J'avais tort. Je pensais pouvoir avoir les deux, mais je te jure que te perdre m'a montré la vérité. Je ne veux que toi. Je secouai lentement la tête. Non, Julien. Tu ne m'as pas perdu parce que tu as fait une erreur. Tu m'as perdu parce que tu ne m'as jamais vu comme plus qu'un achat pratique. Et je mérite mieux que ça. Le silence s'étira, rompu seulement par le bourdonnement de la climatisation. Pour la première fois, je ne le voyais pas comme l'homme qui m'avait trahi, mais comme quelqu'un de petit, impuissant face au choix qu'il avait fait. Plus tard cette semaine-là, j'ai partagé un café avec Romain, un collègue de l'équipe marketing. Il n'a pas apporté de fleurs ni fait de grands discours. Il m'a demandé comment s'était passée ma présentation, m'a écouté quand je me suis plainte des délais et a ri de mes blagues nerveuses. Il n'y avait pas de masque avec lui. Pas de motif caché, juste de l'honnêteté. En retournant au bureau à ses côtés, j'ai réalisé que Julien n'avait plus de pouvoir sur moi. Le passé avait frappé à ma porte, et je l'avais enfin fermé. Un an s'écoula avant que je ne remette les pieds à Lyon. L'anniversaire de ma mère m'a ramené à la maison. Et bien que l'idée de revenir me remplisse de malaise, je savais qu'il était temps. Paris était devenu mon monde. Le travail, les amis, un appartement modeste mais confortable. Mais Lyon était toujours l'endroit où j'appartenais à deux personnes qui m'aimaient plus que quiconque. Quand le TGV entra en gare, j'aperçus mes parents qui attendaient. Ma mère pleura en me voyant, me serrant dans ses bras comme si je pouvais disparaître à nouveau. Mon père me serra plus longtemps que d'habitude, son silence en disant long. Il m'avait pardonné, bien que des cicatrices subsistent. Ce week-end-là, des proches se sont réunis pour une petite célébration. De vieux voisins me regardaient avec un mélange de curiosité et d'autres choses, peut-être du respect pour la façon dont je m'étais construit une vie après le scandale. Leur chuchotement ne me blessait plus. Je leur avais survécu. C'est dans un café tranquille le lendemain que je le vis. Julien. Il se tenait près du comptoir, main dans la main avec Sarah Bernard. Une alliance brillait à son doigt. Ils avaient l'air installés, à l'aise, voire heureux, comme le sont parfois les couples quand ils ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient. Il me remarqua en premier. Pendant un instant, une tension vacilla dans ses yeux, mais il réussit ensuite un sourire poli. « Claire, dit-il doucement. » Le regard de Sarah s'aiguisa, protecteur. Je hochai la tête, calme. « Julien, Sarah. » Ma voix me surprit par sa fermeté. Il y eut une pause gênante avant qu'il ne la présente comme sa femme. Elle tendit la main, et je la pris. « Félicitations, dis-je. J'espère sincèrement que vous êtes heureux. » Les mots n'étaient pas forcés. À ma grande surprise, je les pensais. L'amertume que j'avais autrefois portée s'était dissoute en autre chose, l'acceptation. Ce qui s'était passé entre nous était terminé. Un chapitre clos qui ne dictait plus mon avenir. En nous séparant, je sortis sous le soleil lyonnais et me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le voir n'a pas ravivé la rage ou le désir. Cela a simplement confirmé ce que je savais déjà. J'avais lâché prise. Ce soir-là,
assise à la table de la cuisine de mes parents avec l'odeur de la tarte aux pêches de ma mère flottant dans l'air, j'ai réfléchi à la femme que j'étais devenue. Je n'étais pas la jeune fille naïve qui mesurait autrefois sa valeur à l'attention d'un homme. J'étais quelqu'un qui s'était reconstruit à partir de rien, qui avait choisi la vérité plutôt que le confort, l'intégrité plutôt que l'illusion. De retour à Paris, ma vie avec Romain se déroulait lentement. Il ne me pressait jamais, n'exigeait jamais de promesses que je n'étais pas prête à faire. Nous partagions des dîners après le travail, de longues conversations sur nos passés, et même des silences confortables. Son honnêteté était son plus grand cadeau, et elle construisait une fondation plus solide que n'importe quel apport ou statut social. Alors que le train me ramenait à Paris après la visite, je regardais par la fenêtre les champs qui s'éloignaient et je sus que j'avais enfin trouvé la paix. Lyon faisait partie de mon histoire, mais ne me définissait plus. L'avenir m'appartenait, et pour la première fois, je me faisais confiance pour bien l'écrire. Le train glissa dans Paris alors que le soleil du soir dorait la ligne d'horizon. De mon siège près de la fenêtre, je regardais les tours de verre scintiller comme des phares, me rappelant à la vie que j'avais bâtie ici. Quand je mis le pied sur le quai, je ressentis quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Non seulement de revenir dans un endroit familier, mais de savoir que cette ville, autrefois si étrangère et terrifiante, était maintenant mon chez-moi. En traversant la gare bondée, je pensais à la jeune fille qui avait fui Lyon un an plus tôt, tremblante, serrant un unique sac, convaincue qu'elle détruisait tout ce que ses parents lui avaient donné. Cette fille avait cru qu'elle était une lâche, une fugitive. Mais debout ici maintenant, stable sur mes deux pieds, je comprenais la vérité. Elle ne fuyait pas la responsabilité. Elle courait vers la liberté. À mon appartement, la clé tourna facilement dans la serrure. Le petit salon, le canapé d'occasion, la cuisine qui sentait légèrement le marc de café. Tout portait le poids de mes efforts, de mes choix. Pour la première fois de ma vie, tout ce qui m'entourait était à moi, non pas à cause des relations familiales ou d'un apport, mais parce que je l'avais mérité. Mes parents m'avaient accueilli pendant ma visite, et la culpabilité que j'avais portée si longtemps s'était adoucie. Ils m'aimaient, même s'ils ne m'avaient pas comprise au début. Ils m'avaient donné des racines, mais je m'étais donné des ailes. Ce soir-là, Romain passa avec des plats à emporter dans les mains et son sourire facile habituel. Il n'a jamais essayé de m'éblouir avec de grands gestes. Au lieu de cela, il offrait quelque chose que Julien n'avait jamais eu, l'honnêteté. Nous avons mangé sur le canapé, côte à côte, en riant d'histoires de travail. À un moment donné, il a pris ma main, et je ne l'ai pas retirée. Non pas parce que je me sentais obligée, non pas parce que quelqu'un s'y attendait, mais parce que je le voulais. Je fus alors frappée par la différence entre cet amour et celui auquel j'avais failli m'enchaîner. Romain n'était pas un calcul, un échange ou une performance. Il était simplement un homme qui m'avait choisi et que je choisissais en retour. Pas de masque, pas de marché, juste nous. Avant de me coucher, je me tins à la fenêtre, regardant les lumières de la ville brûler contre le ciel nocturne. Mon reflet dans la vitre semblait calme, presque radieux. Je pensais à la robe, toujours suspendue dans l'armoire de mon enfance, jamais portée. Autrefois, elle avait symbolisé tout ce dont je croyais avoir besoin. Maintenant, ce n'était que du tissu. La vraie robe que je portais était faite des choix que j'avais cousus ensemble avec des mains tremblantes et un courage obstiné. Les gens chuchoteraient peut-être encore que j'étais la mariée qui s'était enfuie. Qu'ils le fassent. Je savais mieux. Je n'étais pas une fugitive. J'étais une femme qui refusait de vivre un mensonge. Ma fuite n'était pas de la folie. C'était du courage. Et grâce à cela, mon avenir, enfin, était réel.